Cette recommandation est issue des États généraux de la santé. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé hier au centre de santé de référence de Korofina un vaste chantier pour 15 nouveaux projets d'hôpitaux dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a présidé ce matin l'ouverture de la journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Cette célébration est en phase avec le décret présidentiel instituant l'année 2025, année de la culture. La santé masculine au cœur de l'actualité, lancement de la première édition du Novembre Bleu organisée par l'Association malienne des neurologues, une campagne nationale dédiée à la sensibilisation et au dépistage des maladies de la prostate. Mardi 11 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Suite aux recommandations des États généraux de la santé, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé hier au centre de santé de référence de Korofina un vaste chantier de 15 nouveaux projets d'hôpitaux qui verront le jour à travers le Mali dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Le dit programme a été intégralement financé sur le budget national. Direction Korofina, où nous retrouvons Garibou Pérou, Adama Kamara, Tchèdje Kamara. Ils y étaient hier au nom de l'ORTM. Pierre providentielle, pierre de l'espérance et de la renaissance sanitaire à Korofina. C'est un geste à haute portée que vient d'accomplir le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. En posant la première pierre de ces infrastructures sanitaires, le chef de l'État inscrit une fois encore son nom dans le marbre de l'histoire en marche vers la modernité. Il s'agit de 15 établissements hospitaliers ultramodernes, des édifices qui seront conçus selon les normes les plus exigeantes pour rapprocher les soins des citoyens et garantir à chacun un accès équitable à la santé. C'est avec un immense espoir que je viens de lancer le projet présidentiel d'urgence hospitalière. Et cette initiative, qui couvre une grande partie de notre territoire, vise à doter notre pays d'infrastructures hospitalières de qualité et conformes aux normes sanitaires et surtout en phase avec la carte hospitalière. L'un des avantages de ce projet, c'est de rapprocher la sécurité sanitaire des populations tout en garantissant des soins de qualité. Quand il y a eu les États généraux de la santé, c'était l'une des recommandations phares. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une réalité et nous ne pouvons que féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces différents projets. Ambitieux, visionnaire et inédit dans sa conception, le programme présidentiel d'urgence lancé par le président Goïta repose sur 3 grands volets. D'abord, la transformation des centres de santé de référence des arrondissements de Bamako en véritables hôpitaux de district. Ensuite, la construction de nouveaux hôpitaux de district. Enfin, la réalisation d'hôpitaux régionaux modernes en adéquation avec la nouvelle carte hospitalière nationale. Autant de chantiers qui traduisent la volonté ferme du chef de l'État de bâtir un système de santé robuste, équitable et souverain. Ce projet ambitieux comporte 15 sites et surtout s'articule autour de 3 volets. Le premier volet concerne la transformation des CCRF de 7 arrondissements en hôpitaux de district. Et le deuxième volet va concerner la construction de nouveaux hôpitaux de district à travers le pays. Et le troisième volet, évidemment, va concerner la réalisation d'hôpitaux régionaux. Et ce projet phare, aujourd'hui, est entièrement financé par le budget national et ces infrastructures seront dotées d'équipements de dernière génération. Financé intégralement sur le budget national, le programme illustre la confiance renouvelée en la capacité du Mali à porter lui-même son développement. Réalisé simultanément sur les 15 sites retenus, ils donneront naissance à des structures équipées de technologies médicales de dernière génération et dotées de toutes les commodités nécessaires à une prise en charge efficace des patients. Ainsi, les CCRF de Bamako s'apprêtent à revêtir un visage nouveau, tandis que des hôpitaux de district et de région verront le jour à Bla,
Kangaba, San, Kouchala, Bougouni, Djoïla, Nyoro, Bandiagara et Koulikoro. Des infrastructures à fort impact social appelées à réduire significativement les évacuations sanitaires. C'est le minimum que nous pouvons offrir à nos populations. Et toute activité dépend de la santé. Et quand vous n'êtes pas en bonne santé, ça sera difficile d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'avènement du Mali Koura. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est le minimum que nous devons apporter à nos populations. D'abord la santé, et la santé c'est un droit, c'est une obligation. Et je pense qu'avec la mise en place de ces différentes infrastructures, nous pourrons vraiment compter sur l'avenir de nos populations en termes d'engagement et en termes de rentabilité. Et à cela, je voudrais inviter Madame le ministre de la Santé et du Développement social à veiller à la continuité du service public et pendant la durée de la construction et surtout de veiller au respect du délai contractuel avec les entreprises. Le calendrier de mise en œuvre est clair, 12 mois pour les hôpitaux de district et 24 mois pour les hôpitaux régionaux. Par cet acte fondateur, le président Goïta réaffirme une vision, celle d'un Mali debout, souverain, solidaire, où chaque citoyen, où qu'il soit, ait droit à la santé et à la dignité. La pierre ainsi posée symbolise la grandeur retrouvée de la nation malienne. Le peuple venu nombreux saluer cet engagement a eu raison d'acclamer le président Goïta, celui que beaucoup désignent déjà l'artisan du renouveau sanitaire. Je vous l'annonçais à l'instant, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a présidé ce matin l'ouverture de la Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles. Cette célébration est en phase avec le décret présidentiel instituant l'année 2025, année de la culture. Le thème de cette édition est « Rôle et responsabilités des autorités et légitimités traditionnelles dans l'éducation et la construction du Malien Koura ». Je vous invite à écouter un extrait du discours d'ouverture du chef du gouvernement, des propos recueillis par Mamari Koné. En plaçant nos valeurs ancestrales au cœur des priorités de la transition, le chef de l'État a voulu réaffirmer la reconnaissance par l'État du rôle central des autorités et légitimités traditionnelles dans la refondation de notre pays, sur laquelle est bâti entre autres le plan d'action du gouvernement en 2025-2026. L'institution de cette journée par le décret numéro 2022-0128-PTRM du 4 mars 2022 est la parfaite illustration de la volonté du chef de l'État de rendre un bel hommage aux autorités et légitimités traditionnelles pour leur contribution significative à la paix, la cohésion sociale et au développement de notre pays. D'autres faits marquants illustrent à suffisance cette volonté du chef de l'État d'accorder une place de choix aux autorités et légitimités traditionnelles dans le processus de refondation de l'État. Sans être exhaustif, nous pouvons citer entre autres la reconnaissance légale des autorités et légitimités traditionnelles dans notre nouvelle constitution, l'attribution des insignes, des attestations et des drapeaux aux chefs de village, de fractions et de quartiers pour symboliser leur rôle et leur importance dans la société malienne, l'instauration d'un cadre de concertation périodique entre les représentants de l'État et les autorités et légitimités traditionnelles, la construction du vestibule des autorités et légitimités traditionnelles dans plusieurs localités. Depuis un certain temps, on assiste à une vraie cabale médiatique contre le Mali, et particulièrement Bamako. Intoxication et manipulation sont orchestrées par certains ennemis du Mali pour faire croire que notre pays n'est plus fréquentable. Peine perdue pour ces ennemis, les Maliens démontrent tous les jours leur foi en l'avenir du Mali. Éditorial signé Sidiki Dambili. Bamako, c'est lundi 10 novembre 2025. La capitale malienne, dans toute sa splendeur, vit, respire et vit à l'image de toutes les grandes villes du monde. Ça grouille dans la circulation avec des bouchons par endroits, des élèves et étudiants qui ont repris les chemins de l'école, les commerces et les marchés bien animés, les salles de conférences et de spectacles ne désemplissent pas. Bref, Bamako respire à plein poumon. N'en déplaise aux détracteurs qui font croire que le ciel tombe sur la capitale malienne depuis un certain temps. Les communiqués des pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali restent sans effet.
C'est une cabale qui est lancée par de nombreux médias occidentaux pour discréditer notre pays. De la propagande pure et dure, et souvent avec la complicité de certains apatrides à la merci de l'ennemi. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi donc toute cette cabale médiatique contre notre pays. Parce que simplement, Bamako, tout comme Niamey et Ouaga, a décidé de prendre son indépendance entière et totale, de se refonder, d'exploiter et de tirer profit de ses ressources minières, bref, de prendre son destin en main. Un fait dont se refusent à croire beaucoup de chancelleries occidentales et même certaines organisations sous-régionales. Sinon, comment comprendre le silence assourdissant de ces organisations promptes souvent à donner des leçons de vie aux autres, mais qui restent muettes face à ces problèmes de sécurité collective qui transcendent les frontières du terrorisme? C'est une évidence. Bamako et au-delà l'AIS constitue la dernière digue qui résiste à tous les assauts et empêche l'effondrement. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de frontières avec notre pays. Et au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry, de Nouakchott et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour éviter l'effondrement de cette digue par les terroristes. Et comme le disait un analyste averti, cette chronique de la chute annoncée de Bamako est un problème de sécurité collective pour toute la sous-région, confirmant ainsi la sagesse de l'expression « quand la case du voisin brûle, arrose la tienne ». De toutes les façons, les Maliens ne sont pas dupes. Ils ont foi en l'avenir de leur pays et ont confiance en leurs autorités. Ils savent que les ennemis du Mali ne vont jamais croiser les bras. Ils mettront tout en œuvre pour pouvoir freiner l'élan souverainiste en cours dans l'espace AIS. Mais ce sera peine perdue. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la journée du 10 novembre 2025, des vecteurs aériens FAMA ont effectué des frappes de précision sur des cibles terroristes à Soribougou, région de Kita. Le ratissage de la zone après des échanges de feu a permis de démanteler une base terroriste et récupérer 4 motos, dont une brûlée, 2 talkis, 20 bidons de 20 litres d'huile. En début de soirée, le checkpoint du secteur a aussi permis d'intercepter un camion transportant 40 tricycles neufs en caisse à destination d'une autre localité. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. Le chef secteur 3 de l'opération Dougou-Kolo a effectué une visite d'autorité au poste de sécurité de Sompi le samedi 8 novembre 2025. Une visite pour remonter le moral de la troupe, prodiguer des conseils après l'attaque barbare et lâche des terroristes. Une attaque qui s'est soldée par la neutralisation de plusieurs terroristes et des matériels récupérés par les FAMA. Reportage Nadim Baba, Sissé et Aliou Koulibaly. Le vendredi 7 novembre, le camp de Sompi dans le cercle de Niafunke a été la cible d'une attaque terroriste menée conjointement par des éléments du JNIM et du FLA qui ambitionnaient de prendre le contrôle du camp. Grâce à la détermination et au professionnalisme des éléments des forces de défense et de sécurité, l'ennemi a été mis en déroute après de violents combats. Les hommes du poste de Sompi ont accompli un travail remarquable, salué par la hiérarchie. Ce qui m'anime vraiment, c'est un sentiment de confiance, un sentiment de fierté. Parce que ce que j'ai vu m'a vraiment permis de comprendre que les jeunes soldats qui se sont battus avec moi ont mis le Mali au-dessus de tout. Nous nous battons pour une cause noble et juste. Le Mali est ce que nous avons de plus précieux. Et cette guerre-là contre le terrorisme, nous n'avons pas d'autre choix que de la remporter. Le chef du secteur 3 de l'opération Dougou-Koloko, personnellement venu remonter le moral des troupes et féliciter les éléments, s'est réjoui de leur engagement, de leur bravoure dans la conduite des opérations. Je suis venu d'abord me recueillir devant la tombe de nos braves soldats, de nos martyrs qui sont tombés, pour que cette visite soit aujourd'hui. Et souhaiter aussi prompt rétablissement aux blessés qui ont aussi donné de leur sang pour que le poste puisse exister. Et je suis venu aussi avec le message du commandant du théâtre centre
pour féliciter les hommes qui se sont battus et qui continuent à se battre au quotidien pour que le secteur soit sécurisé, pour que Sumpi et ses alentours soient sécurisés. Nous avons aussi profité pour apporter de la logistique. Après de rudes combats, il fallait quand même renforcer le poste. Nous sommes venus pour renforcer le poste en termes de commandement, mais aussi en termes de matériel de combat. Avant de se retirer, le chef secteur 3 a aussi rendu visite aux blessés Fama, dont quelques cas graves ont été transportés à Tombouctou. Il leur a transmis les messages d'encouragement des hautes autorités. Dieu merci. Et nous avons juste quelques cas graves. Sinon, le reste, ils vont sortir très prochainement de l'infirmerie pour rejoindre le poste et continuer à faire le combat. Donc nous avons des hommes prêts, déterminés à défendre la patrie, des hommes qui sont prêts à léguer le Mali tel que nous l'avons reçu. Et voilà pourquoi nous allons continuer à nous battre au quotidien pour que le Mali puisse rester un et indivisible, pour que le secteur puisse rester un et indivisible, pour que le secteur soit sécurisé, les personnes et les populations et leurs biens soient préservés. L'ennemi a subi d'importantes pertes. On dénombre une vingtaine de corps des terroristes retrouvés sur place. Côté logistique, 2 véhicules pick-up détruits, un récupéré en bon état. Plusieurs motos et matériels divers. À Niafunké, tout comme à Gundam, le commandant de zone a rencontré les responsables des postes de sécurité et les a invités à redoubler de vigilance. Je vous l'annonçais dans les titres, la santé masculine au cœur de l'actualité. L'association malienne des urologues organise la première édition de Novembre Bleu, une campagne nationale dédiée à la sensibilisation et au dépistage des maladies de la prostate. Le ton a été donné hier à Bamako lors d'une conférence de presse. Le compte rendu de Maïmouna Guindo et Sidiki Balou. Le mois de novembre prend des couleurs au Mali, tout comme dans le reste du monde. Après Octobre Rose, dédié aux femmes, place à Novembre Bleu, un mois pour sensibiliser les hommes sur un ennemi silencieux, les cancers masculins, comme le cancer de la prostate. Un message clair, la santé masculine doit sortir de l'ombre. C'est des problèmes urinaires. C'est des patients qui ont beaucoup de difficultés à uriner, qui sont obligés, surtout la nuit, d'aller uriner plusieurs fois pour pouvoir se soulager. Et ça peut être compliqué jusqu'à ce que la personne perde complètement les urines. Alors si c'est encore beaucoup plus compliqué, ce sont des patients qui vont perdre même l'usage des pieds. Parce que c'est une maladie, c'est localisé au niveau de la prostate. Mais une fois avancé, ça peut atteindre la colonne vertébrale. Le but de ce novembre, c'est de sensibiliser le maximum de personnes, d'hommes, surtout à partir de 45 ans, qui puissent faire leur dépistage, leur dosage de PSA, pour voir si le PSA est élevé, qu'on puisse l'amener à faire d'autres analyses pour savoir s'ils ont le cancer de la prostate ou pas. Selon le président de l'association malienne des urologues, cette première édition de Novembre Bleu sera marquée par plusieurs activités, notamment des séances gratuites de dépistage. Dans beaucoup de plateaux télé, médias, il y a des urologues qui vont passer pour faire des émissions sur le cancer de la prostate. Je crois que ça a déjà commencé dans certains... On a prévu de voir avec d'autres plateaux. Et il y aura des urologues pour expliquer c'est quoi le cancer de la prostate, comment le prévenir et comment savoir si on l'a et quel traitement on peut le faire. Le lancement officiel de l'initiative est prévu pour ce mardi avec la participation des autorités sanitaires et de nombreux partenaires techniques et financiers. Sur un tout autre plan, dans le cercle d'Achourat, région de Taoudini, les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion ont pris fin par la remise de vivres et non-vivres aux personnes vulnérables affectées par des catastrophes naturelles. Les populations sont engagées à contribuer et à continuer avec cet élan de solidarité même après le mois de solidarité. C'est un reportage de Fousseni Samake et Yacouba Kone. Dans la région de Taoudeni, le cercle d'Achourat n'est pas resté en marge des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les acteurs de l'entraide de ce cercle ont fait parler leur cœur à travers des visites aux personnes âgées et une remise des dons aux personnes vulnérables. Ce don est composé des vivres et des non-vivres destinés à 258 personnes impactées par les inondations, les vents violents et autres catastrophes naturelles. La solidarité est une vertu pour tous les Maliens,
Nous devons l'entretenir et la cultiver à nos enfants. La lutte contre l'exclusion, c'est bien le combat que nous devons mener pour associer toutes les couches aux prises de décisions dans nos actions quotidiennes et dans la cohabitation. J'invite les uns et les autres à plus de solidarité, d'entraide et de soutien aux personnes qui fondent espoir sur nous. Et au préfet du cercle d'Achourat d'inviter chacun à faire de la solidarité un geste de chaque jour. Il est de notre devoir, autorité administrative responsable de la société civile et partenaire, de venir en aide à toutes ces populations qui vivent dans les précarités ou qui ont été touchés par les souffrances dans notre cercle. Selon les habitants et ressortissants d'Achourat, l'entraide, le partage et la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes continueront même au-delà du mois d'octobre pour les bons vivre ensemble dans la localité et au Mali. La 49e édition des Journées citoyennes a été abritée à l'Académie d'enseignement de Ténékou dans la région de Mopti. Une cérémonie civique et patriotique placée sous le thème de l'éducation et de la citoyenneté. C'est un reportage de Mahamoud Ouidre-Ego et de Djakadia Traoré au RTM Mopti. L'Académie d'enseignement de Ténékou a accueilli la 49e édition des Journées citoyennes à Mopti, célébrée sous le thème éducation citoyenneté. Un rendez-vous mensuel des autorités autour de la traditionnelle montée des couleurs, facteur de l'unité, la paix, la cohésion nationale et l'esprit patriotique. La Journée citoyenne est un moment fort dans la vie nationale. Elle nous rappelle que la citoyenneté ne se limite pas à un statut, mais qu'elle est aussi avant tout un comportement, une responsabilité quotidienne. La journée citoyenne est initiée pour renforcer les sentiments d'appartenance nationale tout en respectant les symboles de la République du Mali. Au cours des dites journées, deux des symboles de la République sont régulièrement magnifiés, à savoir le drapeau national que nous venons de hisser sur le Mans et l'hymne national que nous venons de chanter en chœur. Emblème du pays. Le drapeau du Mali est composé de 3 bandes verticales et égales de couleur verte, jaune et rouge. L'Académie d'enseignement de Ténékou dans la région de Mopti couvre les cercles de Ténékou, Toguerekoumbe et Ouarou. Une visite guidée des locaux a mis fin à la 49e édition des Journées citoyennes à l'Académie d'enseignement de Ténékou dans la région de Mopti. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'édition de 20h sera présentée par Khadija Toukoni. Plaise à Dieu. À demain.